découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de Sans Détour. L'invité que nous recevons, c'est Mamadou Traoré, conseiller spécial de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020. Alors, Mamadou Traoré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau pour cet entretien, Vérité. On aura donc l'occasion certainement d'aborder des aspects critiques de la lutte que vous menez aux côtés de celui qui est votre mentor politique, référent politique également pour de nombreux jeunes gens ici en Côte d'Ivoire qui le considèrent, comme vous l'appelez, comme un leader générationnel. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes certainement l'un des plus proches collaborateurs de Guillaume Soro, qu'est-ce qui motive votre engagement auprès de l'homme? Mon engagement auprès de lui, d'abord, c'est ma foi en lui. Ensuite, c'est la connaissance que j'ai de lui. Et ensuite, ses idées. Guillaume Soro est un homme qui a des idées nobles pour la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un aussi qui a horreur de l'injustice, comme moi d'ailleurs. Moi, tout ce qui est injustice me répugne. Et c'est le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro aussi a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cette vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire que je partage, qui fait que je suis engagé à fond avec lui. D'accord. Alors je pense qu'on va peut-être toucher au fond du sujet, peut-être ce que les Ivoiriens ont envie de savoir. Il y a vraiment deux aspects qui taraudent les esprits concernant le personnage de Guillaume Soro. Tout d'abord, la présidentiabilité de l'homme. On le connaît certes comme étant un ancien leader syndicaliste à la tête de la FESI. Il a été certainement l'un des leaders les plus charismatiques de l'organisation estudiantine ivoirienne. Mais au-delà de cela, Guillaume Soro a été un chef rebelle. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est l'homme sanguinaire, l'homme qui n'a pas vraiment le droit d'avoir sa place sur l'échiquier politique national, qui ne doit peut-être se contenter ou se confiner qu'au repentir. Et ensuite, il y a aussi l'aspect combatif que vous menez, enfin, je veux dire, Guillaume Soro, candidat à la présidentielle, il est sous le coup d'une procédure judiciaire ici en Côte d'Ivoire. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Tout indique qu'il ne pourra pas être éligible en octobre prochain et même qu'il ne pourra même pas rentrer au pays. Commençons d'abord par le premier point. Guillaume Soro, ex-chef rebelle, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cet homme peut fédérer les Ivoiriens? Est-ce qu'il a aujourd'hui sa place parmi ceux qui peuvent prétendre gouverner la Côte d'Ivoire? Je suis à 100% convaincu que Guillaume Soro fait partie des leaders qui peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. Bien avant même que le président Ouattara ne vienne au pouvoir, nous savons tous qui était Guillaume Soro. Vous l'avez dit, au niveau de la FESI, il a montré qu'il était quelqu'un avec qui il fallait compter. Ensuite, pendant la rébellion, c'est vrai que ça a été une page sombre de la Côte d'Ivoire, mais vous reconnaissez avec moi qu'il a géré cette rébellion avec brio. Pendant 8 ans, il a réussi à obtenir toutes les victoires qu'il a eu engagées, toutes les batailles qu'il a eu engagées avec Laurent Gbagbo, au point qu'il a fini par contraindre Laurent Gbagbo à aller dans le sens qu'il voulait pour obtenir les élections que nous avons connues en 2010. Je dis donc que Guillaume Soro est l'homme qu'il faut. C'est vrai, on avance l'argument du fait qu'il a fait la rébellion et qu'il aurait les mains tachées de sang. Mais je dis, qu'on me montre un seul leader politique en Côte d'Ivoire ici, de Oufo-Boigny, en passant par Bédié, ensuite Guéhi, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, un seul leader qui n'a pas du sang sur la main. Là, vous parlez d'un homme, ou disons, vous défendez l'image d'un homme qui a certainement été, je ne dirais pas le commanditaire, mais tout au moins le leader
disons, de groupuscules de soldats qui se sont rendus coupables d'exactions sanglantes sur les populations ivoiriennes. Tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire a connu des horreurs durant l'époque de la rébellion armée. Guillaume Soro a été plusieurs fois indexé comme étant l'homme derrière tous ces massacres. On a eu des massacres qui ont été même apparentés à des génocides, même après l'accession au pouvoir de M. Ouattara, lors de la crise post-électorale, notamment à Dukwe. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, l'homme finalement n'est pas très crédible en termes d'image présidentielle auprès des Ivoiriens? Non, moi je dis qu'il est bien crédible. Vous savez, la plupart du temps, et ça je suis bien placé pour vous le dire, en étant donc un acteur de cette rébellion-là, beaucoup d'histoires ont été racontées concernant cette rébellion, en réalité qui ne sont pas vraies. Des gens sont venus de la zone CNO, ils ont eu donc droit à la télévision nationale pour raconter ce qu'ils ont vécu. Des gens ont raconté des choses, des gens se sont fait passer pour des victimes. On a accusé les forces nouvelles d'avoir éventré des femmes enceintes. On a accusé les forces nouvelles d'avoir tué, d'avoir égorgé des gens, d'avoir bu du sang. Je vous dis que tout ça relève de ce qu'on appelle de la fable et de l'épopée. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu prouver encore que Guillaume Soro ou ses hommes ont éventré des femmes enceintes. Il n'y en a pas. Quand vous parlez de ces hommes, c'est de qui au juste? Parce qu'il y a ceux qui ont quitté la zone CNO. Je parle de ceux qui ont quitté la zone CNO, à qui on a remis, à qui on a fait passer devant, les caméras de la RTI, qui étaient à l'époque, bien entendu, dirigés contre la rébellion. Donc, il fallait déconstruire l'image de la rébellion. Donc, ils ont pris des gens qui sont venus et qui ont parlé, qui ont fait passer leurs témoignages. Et ce sont ces témoignages de ces gens-là que les gens ont pris comme parole d'évangile, qui n'ont pas pu vérifier. Je dis bien, et j'ai toujours demandé aux gens, qu'on me montre une seule image d'un rebelle en train d'éventrer une femme, ou bien avec une image, il n'y en a pas. Qu'on dise qu'il y a eu tel massacre, en fait, on imagine que toute rébellion dans le monde, il y a eu massacre. Donc, on considère que celle de Guillaume Soro a été pareille. Mais je vous dis, quand vous prenez les rapports des observateurs au niveau international, beaucoup vous diront que la rébellion ivoirienne, elle est une rébellion atypique en ce sens que, contrairement aux autres rébellions, elle est une rébellion qui a été humanisée. Ça veut dire quoi? Que pendant cette rébellion, par exemple, moi qui suis un acteur de cette rébellion, c'est la toute première fois dans le monde que pendant qu'il y a rébellion, il y a école. Ce sont les chefs de guerre, avec bien entendu l'appui de Guillaume Soro, qui nous ont aidés, nous, enseignants de formation, à ouvrir les classes, à envoyer les enfants à l'école, jusqu'à ce qu'on ait des examens. On nous faisait croire qu'on violait les petites filles par-ci. Si on violait les filles, il n'y aurait pas eu d'école. Pourtant, les filles étaient à l'école. Elles partaient à l'école et revenaient. Donc, c'est pour vous dire que les gens ont raconté des histoires. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu violence. Ça, c'est au départ. Quand la rébellion a éclaté, beaucoup ont eu peur. Mais je veux dire, au départ, ce sont quand même des actes qui ont été commis. Au départ, ce qui a été commis, j'avoue que les civils qui sont tombés ont vécu ce qu'on appelle, on connaît ce qu'on appelle les effets collatéraux de cette rébellion-là. Mais sinon, ceux qui ont subi en réalité, je veux dire, la rébellion comme il faut, ce sont les militaires. Par exemple, lorsque Laurent Gbagbo a envoyé des militaires venir prendre Bouaké, les soldats qui sont venus, écoutez, ils sont venus mater la rébellion. Le fameux assaut manqué de Bouaké. Ils sont venus mater la rébellion. Ils n'ont pas réussi, mais la rébellion a riposté. Mais ces soldats-là, je suis désolé, beaucoup ont eu la mort. Ça... Mais est-ce que les règles en matière de convention de guerre ont été respectées? Je veux dire, dans le traitement de l'adversaire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, peut-être, avec la présence d'un homme comme Guillaume Soro, qui a quand même un parcours universitaire, créer un cadre quand même pour limiter les dégâts, limiter les exactions? Il y a des dégâts. Je vous informe qu'il y a eu des échanges prisonniers à l'époque entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des prisonniers avec les rebelles qu'on a remis à la disposition de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo aussi a des prisonniers des forces nouvelles qu'on a remis à Guillaume Soro. Donc ça veut dire qu'au niveau des règles sur le plan international en matière de guerre, on dit qu'il faut faire des prisonniers.
Mais quand on ne peut pas faire les prisonniers, c'est quoi? Lorsque les gens vont se battre, ils se massacrent. Les quelques survivants comprennent, on fait des prisonniers. Guillaume Soro a fait des échanges de prisonniers avec Laurent Gbagbo. Ça, vous pouvez le démontrer, vous pouvez le prouver par A plus B. Il y a des échanges de prisonniers. Donc, c'est pour vous dire que cette rébellion-là a respecté les normes qu'il faut. C'est vrai, il y a eu des exactions. Chacun est venu raconter ses histoires. Je prends le cas de cette fameuse attaque à Boaké où on a pris le cas des gendarmes. On dit des gendarmes, on les a tués, on a tué les enfants, tout et tout. Amnesty International même a fait un rapport sur la base des témoignages. Mais j'ai dit aussi que des gendarmes qui avaient été faits prisonniers, qui ont été remis à Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire qu'en matière de règles, la rébellion a respecté les règles. Parce qu'on donne l'impression qu'il n'y a jamais de prisonniers. On donne l'impression que les forces nouvelles n'ont jamais fait de prisonniers. Ce qui est faux. On a fait des prisonniers. Il y a eu des prisonniers. D'accord. Tout de même, la réalité qui est aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'Ivoiriens, il y a aussi les massacres de Dieukwé, des massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire contre les autochtones Oué, par exemple, que l'on impute généralement à Guillaume Soro et à ses hommes. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'homme que vous suivez et qui souhaite diriger les Ivoiriens peut convaincre cette partie de l'opinion nationale quant à sa crédibilité en tant qu'homme de paix? Est-ce que l'image de sanguinaire que beaucoup ont de lui peut être effacée à tel point qu'il lui fasse confiance? Vous savez, c'est justement pour cela que Guillaume Soro et ses hommes que nous sommes, nous cherchons de demander pardon aux Ivoiriens parce qu'on sait que dans cette guerre-là, il y a eu beaucoup de choses. Mais je dis, le cas de Koué, il faut aussi que, c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais il faut aussi que les gens expliquent les choses dans leur contexte. Avant l'attaque de Douakwé, Douakwé était contrôlé par les miliciens pro-Gbagbo. Tout à fait. Mais il semait la terreur à Douakwé. Je vous informe que les populations autochtones du Nord qui étaient à Douakwé étaient la cible de ces miliciens. Beaucoup de ces populations-là ont dû fuir Douakwé pour aller trouver refuge à Man ou dans les villes, dans les villages environnants de Man. Ça, les gens, quand ils parlent de Douakwé, ils n'en parlent pas. Donc, avant qu'il y ait l'attaque de Douakwé, les miliciens de Laurent Gbagbo ont fait un carnage au niveau de la population halogène de Douakwé. Les Malinqués surtout. Ça, les histoires, les archives sont là. Maintenant, lorsque, dans l'offensive des forces nouvelles, ils ont attaqué Douakwé, ce que les gens oublient, les massacres, ce n'est pas seulement que les militaires. Les populations civiles qui avaient été victimes des populations, des autochtones, ont profité de cette occasion pour régler les vieux comptes. En complicité avec ceux qui étaient venus. Mais quand vous dites en complicité, c'est-à-dire que peut-être ceux qui étaient venus n'ont pas peut-être réagi face à la vengeance de ces populations civiles. Ils auraient dû faire, puisqu'ils étaient désormais les forces républicaines. Vous savez, nous étions en période de guerre. Ils avaient affaire à des miliciens qui, eux aussi, n'avaient pas une formation militaire. C'était des tueurs. Ils avaient affaire à des tueurs. Et donc, entre tueurs, vous savez qu'à un moment donné, quand c'est comme ça, il y a des règles qu'on ne respecte pas. Mais là, il y a des populations civiles qui disent bien, qui se sont vengées. Parce qu'il y a des populations autochtones guerrées qui dirigeaient les miliciens vers des halogènes. Mais certains ont vu leurs parents morts. Moi, j'en connais. Qui ont été tués par les miliciens de Douakwé. Mais quand les forces nouvelles sont arrivées, ces populations halogènes-là ont aussi dirigé le regard des forces nouvelles-là sur les complices de ces miliciens. Donc, beaucoup de miliciens ont été tués, mais beaucoup de ces populations civiles qui étaient complices de ces miliciens, beaucoup aussi, malheureusement, ont été tués. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, après toute cette campagne, ça fait quelques années que Guillaume Soro tente de présenter de lui l'image d'un réconciliateur, de l'homme politique qui, de façon délibérée, va demander pardon à tout le monde, fait profil bas, après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut lui reprocher dans son parcours politique? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les Ivoiriens
ou bien sont en train de le réadopter dans leurs esprits? Ah oui, ça je peux vous le garantir. Allez-y à l'ouest aujourd'hui. Allez-y à Dokwe. Guillaume Soro a des compagnons de lutte qui sont de Dokwe, qui étaient avec nous dans la rébellion. Allez-y à Dokwe. Le regard a changé. Allez-y à l'ouest. Le regard vis-à-vis de Guillaume Soro a changé. Il y a encore des gens qui ont perdu leurs parents, qui ont encore des rancunes. Mais je dis bien, beaucoup ont fini par se rendre compte que cette histoire de Dokwe s'est passée dans un contexte difficile. C'était ou bien les hommes de Guillaume Soro qui étaient massacrés, c'était ou bien les miliciens qui étaient massacrés. Je tiens à préciser que les miliciens de Dokwe étaient des fils de Dokwe. C'était des fils de Dokwe qui avaient des parents qui les soutenaient. Donc, je dis bien que, mais aujourd'hui, après les demandes de pardon de Guillaume Soro, après le fait que beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'hommes de Guillaume Soro soient allés à Dokwe pour échanger avec leurs parents, pour montrer l'image de Guillaume Soro, l'image réelle de Guillaume Soro, qui avait été salie par, bien entendu, les rumeurs et certaines presses, aujourd'hui, je peux vous dire que Guillaume Soro à Dokwe, vous présentez Guillaume Soro à Dokwe, ou bien à l'ouest, vous le mettez en compétition avec le président Alassane Ouattara, je peux vous confirmer que Guillaume Soro va le battre à l'ouest. Oui. Oui, je peux vous le dire. Avec certitude. Je peux vous le dire, il va le battre à l'ouest. D'accord. Ah ben, je suppose que vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. D'accord. Alors, on peut donc comprendre parce que vous dites que finalement, après toutes ces années de repentir de votre leader, ces populations-là qui se disent victimes de ces exactions ou des exactions de ces hommes ont fini par laisser tomber, comme on le dit en Côte d'Ivoire, par tout laisser tomber pour se dire mais peut-être on n'avait pas très bien connu l'homme. Tout à fait. En fait, c'est ça. Beaucoup aujourd'hui se sont rendus compte qu'ils avaient des idées préconçues. Vous savez, l'affaire Dokwe a été tellement médiatisée, surtout par les partisans de Laurent Gbagbo, qui se sont fait passer pour des anges et les autres des monstres, que ça avait tellement pris cet effet-là, qu'on avait l'impression que la population de Dokwe était là, c'était une population calme, et puis les gens sont venus les attaquer. Non! Dokwe était le nid des miliciens. Ça, les gens font semblant de l'oublier. C'était le nid des miliciens qui s'en prenaient aux halogènes, qui les massacraient. Les gens rentraient dans les cours, les gens les tuaient. Pourquoi on n'en parle pas? J'ai dit aussi que les partisans aussi de Guillaume Soro et des forces nouvelles aussi, ils avaient les parents dedans. Donc je dis, c'est après tout cela que les échanges ont eu lieu entre Guillaume Soro et certains cadres du Nord et de l'Ouest qui sont venus le rencontrer. Et certains de ses compagnons aussi sont allés échanger avec les parents. Je vous dis aujourd'hui que cette image de Guillaume Soro qu'ils avaient, aujourd'hui je dirais que c'est du passé. Beaucoup, en tout cas, ont laissé tomber. Et vous allez constater aujourd'hui que, entre, par exemple, le président Ouattara et Guillaume Soro, vous demandez aux populations de l'Ouest de voter pour les deux. Ils préfèrent Guillaume Soro que Alassane Ouattara. Sur ce, on va marquer une pause publicitaire juste avant de revenir pour la suite des échanges. Pas de problème. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Désireux de fréquenter une école de renommée internationale, retrouvez HTech eSchool pour des cours en téléenseignement ou e-learning pour les travailleurs. Pour vos formations en marketing, communication, finance, ressources humaines, informatique et logistique, obtenez des diplômes de qualité reconnus par l'État et le CAMES. À HTech, votre mobilité internationale est assurée par Exilia Group et l'Université Polytechnique Hauts-de-France. HTech Abidjan, plateau de Cuy, premier arrêt. HTech Boaké, quartier au Feu-de-Ville sur la route d'Abidjan. HTech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Désireux de fréquenter une école de renommée internationale, retrouvez HTech eSchool
e-school pour des cours en téléenseignement ou e-learning pour les travailleurs. Pour vos formations en marketing, communication, finance, ressources humaines, informatique et logistique, obtenez des diplômes de qualité reconnus par l'État et le CAMES. À HETEC, votre mobilité internationale est assurée par Excelia Group et l'Université Polytechnique Hauts-de-France. HETEC, Conakry, Lambagny, Carrefour d'Addis, à 100 mètres derrière la station Shell de Lambagny. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Retour donc sur le plateau pour la suite de nos échanges, Mamadou Traoré. Je rappelle que vous êtes donc le conseiller spécial de Guillaume Soro, ex-président du Parlement ivoirien, mais également candidat déclaré à l'élection d'octobre 2020. Justement, parlant de ce scrutin présidentiel, est-ce que vous pouvez nous dire ici sur ce plateau ce qui va advenir de la candidature de votre mentor? Il est en exil politico-judiciaire. Une condamnation pèse sur lui sur le plan local. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui pour tentative de déstabilisation des institutions de la République. En même temps, sur le terrain, rien n'augure d'un dénouement positif pour votre leader à quelques 2 mois de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut avoir justement comme élément avec vous pour peut-être comprendre le sens du combat que vous continuez de mener sur le terrain? Alors, le sens du combat est clair. Pour nous, en tout cas pour moi, et pour beaucoup de partisans de Guillaume Soro qui ont foi en Guillaume Soro sera candidat et il va gagner les élections. Oui. Il sera candidat. Par quelle alchimie? Sa candidature va s'imposer au président Alassane Ouattara. Je vous l'ai dit. Sa candidature va s'imposer. C'est vrai que quand nous on dit que Guillaume Soro sera candidat, on se dit mais il ne peut être candidat que par un coup d'État, puisque Guillaume Soro est connu comme un ancien putschiste rebelle. Non, je le dis et je le répète. Guillaume Soro ne va pas commettre l'erreur qu'à l'époque les Maliens ont commis avec ATT. ATT était à la fin de son mandat quand on lui a fait un coup d'État bête. On a fait de lui une victime. Non. Nous, on ne veut pas faire de Ouattara une victime en faisant un coup d'État contre lui. Non. Pour nous, le président Ouattara va tomber suite à une élection présidentielle où il sera en compétition avec Guillaume Soro. Maintenant, vous dites comment... Vous êtes certain, objectivement, que votre candidat est capable, dans une situation électorale normale, de battre M. Ouattara dans les... Je vous dis que si Guillaume Soro n'était pas capable de battre Ouattara, aujourd'hui, on n'aurait pas inventé une histoire de coup d'État pour l'écarter de la compétition électorale. Parce que cette histoire de coup d'État, c'est une invention totale. D'accord. On a fait cela pour l'écarter parce que, tenez-vous bien, le président Ouattara a mené plusieurs sondages dont nous avons une copie. Des sondages qui lui ont montré que, entre lui et Guillaume Soro, il n'a pas la chance de gagner. À plus forte raison, l'un de ses lieutenants comme feu le Premier ministre Amadou Goï. Il le sait. Et donc il savait très bien que Guillaume Soro présent sur le terrain, en compétition avec lui, Alassane Ouattara, il n'avait pas de chance. Voilà pourquoi tout a été mis en place pour tenter de l'écarter, de mettre un mandat d'arrêt sur sa tête, le discréditer avec une histoire de coup d'État, pour tout simplement l'éloigner. Le président Ouattara lui-même a vécu cela, au temps de Bédié. Tout à fait. Bédié savait que Ouattara était un candidat farouche. Voilà pourquoi aussi Bédié lui a fait cela. Au temps de Gueye, Gueye savait que Ouattara était un candidat farouche. Voilà pourquoi aussi on l'a exclu de la compétition électorale. En fait, en Côte d'Ivoire, quand un adversaire devient quelqu'un qui vous donne l'insomnie, vous trouvez tous les moyens qu'il faut pour l'écarter. Ouattara lui-même a subi cela avec Bédié. Il a subi cela avec Gueye. Bon, dans le même temps, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le cœur de notre sujet, ni même la question que je vous avais posée, mais je voudrais quand même qu'en 1 minute, vous nous situez un peu sur cette sombre affaire. Votre leader, quoi qu'on dise, a été accusé de tentative de déstabilisation. Le procureur Adou Richard a brandi les preuves devant la presse internationale et nationale. Enfin, il a brandi des éléments, des écoutes sonores qu'il a présentées comme des preuves
qu'il a présentées comme des preuves tangibles de la culpabilité de Guillaume Soro, de façon concrète et surtout sincère. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, face aux Ivoiriens, que Guillaume Soro est innocent dans toute cette affaire? Mais bien entendu, parce que ce que le procureur a sorti, il a sorti quelques passages de l'intervention, de l'entretien que Guillaume Soro a eu avec une sorte de barbouze qu'ils ont envoyé, dans laquelle Guillaume Soro montrait, ça c'était tout juste après la mutinerie de 2017, il montrait que si lui, Guillaume Soro, l'avait voulu en 2017, il pouvait faire un coup d'État parce qu'il avait tous les chefs de guerre avec lui. Est-ce que l'idée ne lui a pas traversé l'esprit à un certain moment? Je peux vous dire que si en 2017, Guillaume Soro voulait faire un coup d'État, il l'aurait fait. Tout était dans sa main. Mais tenez-vous bien, c'est lui-même qui a rassuré le président de la République qui était au Ghana pour qu'il rentre. Ah oui, le président de la République ne voulait pas rentrer. Et Guillaume Soro, pour le rassurer, est allé le chercher à l'aéroport. Les images sont là. D'accord. Pendant que tous les militaires de Ouattara s'étaient cachés, c'est Guillaume Soro qui allait chercher le président Ouattara à l'aéroport. Si Guillaume Soro voulait faire un coup d'État, parce que tout était mis en place, c'était rapide. Mais Guillaume Soro n'avait pas cette intention-là. Parce que Guillaume Soro, vous ne le savez peut-être pas, il vouait une admiration sans faille à l'égard de Ouattara. Donc, Guillaume Soro n'avait pas du tout l'intention. Dans les échanges, il a tout simplement dit à ce dernier qui était venu pour dire que vraiment, si lui, il avait voulu, il allait faire le coup d'État. Il avait fait un coup d'État parce que, dans tous les cas, il avait une télécommande en main. C'est ce que les gens utilisent contre lui. Pour dire qu'il suffisait seulement qu'il donnait le OK, Ouattara tombait. Et c'est cette partie de la conversation qu'ils ont eu à prendre pour dire, voilà, il veut faire un coup d'État. Mais pourquoi ils n'ont pas donné toute la conversation? Et justement, on attend que les avocats de Guillaume Soro soient convoqués à la Cour africaine des droits de l'homme pour rentrer dans le fond du dossier. Parce que pour le moment... Qui promet d'autres révélations. Mais bien entendu, parce qu'au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, ils se sont appuyés seulement sur la forme pour demander à l'État de retirer sa plainte contre Guillaume Soro. Mais il y a le fond du dossier. Mais dans le fond du dossier, bien entendu, toute cette conversation-là va sortir. Et on va montrer dans quelles circonstances ça s'est passé. Et on se rendra compte que ça a été de la manipulation. D'accord. Alors là, aujourd'hui, alors que tout le monde s'attendait à ce que, lors du discours du 6 août dernier, le président Ouattara fasse un geste d'apaisement envers ses adversaires politiques, pourquoi pas en libérant, entre autres, des prisonniers du camp Soro, dont certains parlementaires qui ont été incarcérés depuis le 23 décembre dernier. Il a carrément ignoré votre camp, rien n'a été fait en ce sens. Tout indique que pour le pouvoir ivoirien à l'heure actuelle, aucune concession n'est à l'ordre du jour. Alors, il ne reste que 2 mois avant le scrutin présidentiel. Vous nous dites, mordicus, que votre candidat sera bel et bien éligible en octobre prochain. Sur quelle base objective pouvez-vous nous le dire? Il y a un premier élément sur lequel déjà vous devez vous appuyer. Il y a eu hier seulement une intervention d'un représentant de l'ONU sur la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Tout à fait, en fait, c'est le secrétaire général, Antonio Gutiérrez. Très bien. Il a demandé, entre autres, que les gens fassent en sorte qu'il y ait des élections apaisées et inclusives. Ce message-là, c'est un message diplomatique, c'est un langage diplomatique. Élection inclusive veut dire quoi? Il faut permettre à tout le monde d'être candidat. Voilà pourquoi je vous dis que, à travers cette déclaration de l'ONU, vous devez comprendre qu'il y a un travail diplomatique qui va se faire au point que finalement, le chef de l'État va surprendre même ses partisans en disant que voilà, il a pensé à beaucoup de choses, donc il va à l'empêchement, tout le monde va être candidat. Voilà pourquoi je vous dis que la candidature de Guillaume Soro va s'imposer. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé au pouvoir de lever la sentence contre Guillaume Soro, ils ne l'ont pas fait. Ensuite, l'Union parlementaire a eu à réagir, à démontrer par A plus B que tout ce qu'ils avaient dit contre Guillaume Soro était archi faux. Donc il fallait encore lever.
Et je vous informe que les partenaires de l'Union parlementaire francophone, de l'Union internationale parlementaire, sont l'ONU et l'Union européenne. Entre-temps, bien avant l'ONU, l'Union européenne aussi avait eu aussi à interpeller nos autorités à ce que vraiment les gens fassent en sorte que les élections soient vraiment ouvertes, etc. Bon, faisons l'effort d'être un peu plus réaliste dans notre analyse de la situation. Aujourd'hui, jusqu'à présent, malgré tous ces appels que vous évoquez, le régime ivoirien semble faire la sourde oreille. Ça veut dire que, de façon claire, M. Ouattara ne semble pas du tout enclin à faire des concessions à ce niveau. C'est ça. Nous sommes là, nous avançons allègrement vers la date, vers l'échéance du 31 octobre. Tout semble indiquer que les lignes ne pourraient pas bouger dans le contexte politique actuel, malgré les manifestations du Creux. Si d'aventure le pouvoir de M. Ouattara persistait à camper sur ses positions, quelle serait votre attitude pour faire rentrer votre leader? Parce que là, vous continuez à vous battre sur le terrain. Oui, bien entendu, si le président Ouattara insiste pour aller tout droit dans le mur, parce que pour moi, c'est aller tout droit dans le mur. Le mur en remportant des élections, pourquoi pas? Non, bon, peut-être, même en rapportant les élections. En les organisant et en les remportant. En les organisant, en les rapportant. Mais il faut penser à l'après-gestion du pouvoir. Je prends l'exemple. Vous savez, les Ivoiriens sont amnésiques. Prenons 2000. En 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Gueye et Laurent Gbagbo ont exclu pratiquement Ouattara Bédié des élections présidentielles. Ils sont allés aux élections. Gueye s'est proclamé vainqueur. Gbagbo s'est proclamé. Ils se sont battus. Gbagbo s'est installé. Je disais que voilà, c'était ça. 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? En 2002, il y a eu tentative de coup d'État qui a échoué et qui s'est mis en rébellion. Depuis 2002 jusqu'en 2010, Gbagbo n'a pas pu gérer seul le pouvoir. Et l'on pourrait s'acheminer vers un tel scénario, mais si d'aventure... Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je dis bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est une possibilité. D'accord. Et justement, je ne souhaite pas cela à notre pays. Je ne souhaite pas que notre pays soit confronté à une rébellion. Ayant été acteur de la rébellion, je ne souhaite pas que notre pays soit confronté parce que nous allons faire un retour en arrière de près de 20 ans. Alors, ce qui pourrait insinuer, pourquoi pas, que si M. Ouattara réussissait à passer le cap du 30 octobre 2020, le pays lui serait rendu tout à fait ingouvernable. Comme lui-même, il a rendu le pays ingouvernable aussi à ceux qui ont tenté de l'exclure de la compétition électorale. C'est presque un avertissement que vous lui donnez. Mais bien entendu. Et il ne pourra pas nous en vouloir puisqu'il a fait aux autres. Quand tu fais aux autres quelque chose et que tu as trouvé bien, si tu as dit aux autres que tu vas rendre le pays ingouvernable et tu l'as fait, parce qu'ils ont voulu t'écarter, ils t'ont écarté de la compétition électorale, mais donne-nous aussi le droit, si demain tu es président, que nous aussi, on rende le pays ingouvernable. D'accord. On va suivre en fait les traces de Ouattara. Et il devait être même fier de nous. Que quand un père est fier, quand ses enfants suivent ses traces, donc si nous on suit ses traces, il devait être fier de nous. D'accord. En fait, là, je pense que vous avez été clair. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté dans votre discours. Je veux dire que là, le président Ouattara, à bien vous comprendre, il a vraiment intérêt, dans l'esprit de votre camp, bien sûr, à permettre à Guillaume Soro, votre candidat, de le confronter dans les urnes. Oui, parce que vous voyez, personne ne va vouloir rester indéfiniment en exil. Pour ceux qui ne savent pas, quand les soldats des forces sondales étaient en exil au Burkina Faso et que le président Blaise Compaoré avait demandé à Laurent Gbagbo que, voilà, de les faire venir parce qu'il a des compatriotes qui sont au Burkina Faso, Laurent Gbagbo a refusé. Il a même lancé, il a même mis à prix la tête de tous ces chefs de guerre de 5 à 10 millions. Et ils n'ont pas voulu rester tout le temps aussi en exil. Ils ont dit, bon, d'accord, comme on a mis notre tête à prix, on va rentrer. Et on a vu comment ils sont rentrés. Je ne crois pas que Guillaume Soro va accepter de rester pendant 20 ans hors de son pays. D'accord. Il va se donner les moyens de rentrer. D'accord. Mais je dis bien, il ne faut pas que les gens pensent que ce n'est pas un coup d'État. Mais ce n'est pas des actions politiques qui vont rendre la gouvernance du président qui sera élu, c'est Ouattara, difficile. Mais pas des actions politiques.
Nous, on a dit à GPS qu'on va gouverner autrement. Mais aussi, on va faire l'opposition. On va s'opposer autrement. Pas par les armes. Mais on va utiliser, on va harceler le pouvoir en place sur le plan politique. Au point que son pouvoir, ou du moins au point que sa gestion sera vraiment difficile. Même si l'option militaire n'est pas, ça exclut... Je vous dis et je vous répète, Guillaume Soro et nous, on vous dit, pour avoir vécu avec des militaires pendant la rébellion, l'option militaire n'est pas une bonne chose. Nous, on ne le souhaite pas. Parce que quand Gueye est venu, tout le monde applaudit. On a vu le résultat. Et je l'ai dit tout dernièrement, au Mali, la population applaudit actuellement. Mais attendons quelques mois. Vous allez voir, cette même population va commencer à huer les soldats. J'ai dit bien, le péril militaire, moi personnellement, et j'ai échangé avec Guillaume là-dessus, je connais sa mentalité là-dessus, son idée là-dessus. Ce n'est vraiment pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas bon pour le pays. Donc il ne faut pas créer les conditions d'un péril militaire. Malheureusement, le président Ouattara est en train de créer les conditions d'un péril militaire. Et franchement, s'il y a un coup d'État, nous tous, nous serons perdants, même Guillaume Soro. Parce que ce n'est pas évident que ceux qui vont faire le coup d'État vont intégrer Guillaume Soro. Je vous rappelle qu'en 2000, quand Gueye a fait son coup d'État, tout le monde applaudit. Même le RDR, Alassane Ouattara a félicité ce coup d'État. Il a dit que c'était la révolution des œillets. Parce que à l'époque, Gueye était considéré comme son bon petit. S'il disait donc Gueye étant là, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gueye l'a mis à l'écart. Donc, s'il y a un coup d'État par des militaires que nous ne contrôlons pas, mais on se dit voilà, c'est des militaires, si on applaudit, si Guillaume Soro lui-même applaudit, demain il va subir le même sort que Ouattara a subi en 2000 avec Gueye. D'accord. Alors là, nous sommes au terme de notre entretien. Madou Traoré, un dernier mot. Qu'est-ce que l'on peut retenir en 30 secondes de votre passage sur ce plateau de Sans Détour? Alors, ce qu'on peut retenir vraiment, moi je voudrais, à travers ces échanges que nous avons eus, montrer une autre image de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas le sanguinaire qu'on présente. Au contraire, il a été contraint de faire la rébellion. Sinon, ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, il a retenu beaucoup de choses de ses erreurs passées. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est l'homme qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais aussi interpeller le chef de l'État. Vraiment qu'il ne crée pas les conditions d'un péril militaire. Ce n'est pas bon. Et pour lui, et pour nous-mêmes, GPS. Parce que je dis, si les militaires viennent au pouvoir, Guillaume Soro ne sera pas forcément celui qui va en bénéficier. La population ne va pas en bénéficier. Donc, je souhaite que le président Ouattara laisse son orgueil de côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a le pouvoir, il s'est dit, il est l'homme le plus fort du pays, etc., etc. On ne peut rien lui faire. Mais je l'ai dit, à l'époque, Mobutu n'a jamais pensé. Il était plus fort que Ouattara, mais il n'a jamais pensé qu'on pourrait le faire tomber. Il est tombé, on a vu comment il a fini, ainsi de suite. Et puis à l'époque, je prends toujours l'exemple du pharaon, du temps de Moïse. Il se prenait pour un dieu, mais on a vu comment il a fini. Donc il faut que le président Ouattara laisse tomber son orgueil et qu'il fasse en sorte que les élections se passent correctement. Si il fait des élections ouvertes et qu'il gagne, je pense qu'il va gérer tranquillement le pays. Mais si il bloque tout le monde et qu'il gagne, j'ai bien peur que sa gouvernance soit difficile. Et ce sera dangereux pour nous les Ivoiriens parce qu'il va se transformer en dictateur pour s'imposer. Et s'il a un dictateur, j'ai bien peur que vous-même vous ne puissiez pas demain faire votre émission parce qu'on va fermer tout ça. On va dire que vous donnez la parole à des gens qu'il ne faut pas. Et peut-être vous-même les journalistes, on va vous mettre en prison. Ça vous arrangera pas. Merci pour le conseil. Merci Madou Traoré d'avoir été là. Je rappelle que vous étiez donc l'invité de ce numéro de Sans Détour. Vraiment, ça a été du plaisir de vous entendre. Vous avez parlé de beaucoup de choses très intéressantes pour les Ivoiriens et je pense qu'on aura l'occasion d'en apprendre beaucoup plus une autre fois. Ok, merci bien à vous, Monsieur Madou Traoré. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial de Monsieur Guillaume Soro.
Merci d'avoir également suivi ce numéro de Sans Détour qui est produit par 2FTV en collaboration avec ivoiretv.net et Net Afrique du Burkina Faso. On espère que vous aurez appris beaucoup de cet entretien. On se dit au revoir et à bientôt. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.